Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'introduction de ma nouvelle série sur mon quotidien d'entrepreneur. Donc, nouveau sujet abordé sur ma chaîne YouTube, comment vivre à son compte, comment se mettre en freelance. Qu'est-ce que je fais de mes journées, comment ça s'organise tout ça. Vous me posez souvent pas mal de questions sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit que j'allais faire une petite série de vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous montrer ça, pour vous expliquer, et puis on verra comment évoluera cette série au fur et à mesure. En tout cas, pour cette première vidéo, pour cette vidéo d'introduction, j'avais envie de vous parler de mon parcours, de mes activités aujourd'hui, quelles sont-elles, et enfin de terminer avec une petite FAQ. J'ai ouvert une boîte aux questions sur Instagram il y a quelques semaines où je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur ma vie de freelance, et du coup je vais y répondre en fin de cette vidéo. Donc je commence par mon parcours professionnel. Quel est-il? On va remonter assez loin, on va remonter au bac, puisque j'ai passé un bac S que j'ai eu grâce à mes matières non scientifiques. Vraiment j'avais pris S par défaut, et ensuite je me suis orientée vers une fac de langue. Donc vous voyez vraiment qu'à l'époque j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. Au moment où je rentre en fac de langue, j'ai cette idée de devenir prof d'anglais, idée qui 3 ans plus tard, donc à la fin de ma licence, a complètement changé, puisque je me suis réorientée en école de communication. Donc j'ai passé un concours pour faire une admission parallèle en master dans une école de communication qui s'appelle l'EFAP. À l'époque ça s'appelait l'école française des attachés de presse, aujourd'hui c'est école des métiers de la communication. Donc j'ai fait mes études, 2 ans d'études de communication à Lyon, et pendant ces études de communication, donc en 2015 exactement, j'ai ouvert mon blog. Donc mon blog, il s'appelle le même nom que cette chaîne YouTube, The Bright Side. Donc c'est un blog sur les loisirs créatifs principalement, le do it yourself, la décoration. Et vu que le blog c'est un peu le reflet de ma vie, au fur et à mesure il y a des sujets qui sont venus se greffer à tout ça. Donc je fais aussi du city guide selon les voyages que je fais du lifestyle avec parfois un petit peu de beauté, parfois des sujets complètement random. Donc voilà, il a un peu évolué, mais la base, l'ADN de mon blog reste quand même le do it yourself et les loisirs créatifs, puisque vous le verrez de toute façon dans mes activités aujourd'hui, c'est quand même le cœur de mon métier, les loisirs créatifs, c'est mon domaine d'expertise tout simplement. Donc lorsque j'ai ouvert mon blog en novembre 2015, j'étais en dernière année d'études de communication. À cette époque j'étais même en stage de 6 mois, en stage de fin d'études, et il s'est trouvé que mon stage était un peu light, mes missions étaient très vite terminées dans la journée, donc j'avais un peu du temps libre sur mon stage. Donc c'est là que j'ai vraiment pu me lancer à fond dans mon blog, et je suis arrivée à un rythme de publication où je publiais jusqu'à 2 à 3 articles par semaine quand j'étais au meilleur de ma forme. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ce blog? Parce que déjà j'adorais écrire, c'était aussi pour ça que je suis allée en école d'attaché de presse, parce que j'aimais écrire. J'ai toujours eu avant des skyblogs, des mini-blogs, j'écrivais des histoires quand j'étais petite, donc vraiment la rédaction, et donc encore plus loin la rédaction web, c'est vraiment un domaine qui me plaisait énormément. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon blog, et aussi parce que j'avais cette passion des loisirs créatifs et j'avais envie de l'ouvrir à plus de personnes. Je suivais énormément de blogueuses, je suivais de plus en plus de youtubeuses également, et c'était vraiment un milieu qui me fascinait. Donc voilà, novembre 2015, j'ai ouvert mon blog que j'ai développé quasiment pendant tout mon stage. Donc pendant 6 mois à fond, j'étais sur mon stage le matin et mon blog l'après-midi, on va dire. Et j'ai été diplômée en juin 2016, donc de mon diplôme de responsable de communication. Donc c'était le moment, ça y est, de me lancer dans le bain du monde du travail. Et c'est là que les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque on a décidé avec mon chéri d'aller s'installer à Paris. À l'époque il était pompier de Paris, donc on avait des avantages au niveau du logement. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller à Paris, sauf que je vous donne ce contexte parce qu'il est assez important. Vu qu'on avait un logement via les pompiers de Paris, c'est pas nous qui gérions les démarches administratives, et donc l'appartement nous a été attribué en février 2017. Donc entre juin 2016 et février 2017, je ne pouvais pas me lancer dans un emploi ici à Saint-Étienne parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait partir à Paris. Donc en fait j'ai virevolté pendant 6 mois à pas trop savoir quoi faire professionnellement, parce que du jour au lendemain on pouvait quitter Saint-Étienne pour aller s'installer à Paris. Donc pendant ces 6 mois où je n'ai rien fait, je me suis concentrée encore plus sur le blog, mais cette fois-ci à temps complet, par la force des choses en fait, tout simplement. Donc je passais vraiment toutes mes journées à fond sur le blog. Et par contre en février 2017, quand je suis venue m'installer sur Paris, c'est là que j'ai commencé à chercher un travail d'attaché de presse. J'ai envoyé beaucoup de candidatures. Il me semble que j'avais compté à une époque, j'étais arrivée après 2 mois être arrivée à Paris à une 70aine de candidatures. J'avais passé quelques entretiens, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas, puisque j'étais soit pas rappelée, soit alors de mon côté je sais pas, il y avait un truc qui bloquait, sachant qu'à ce moment-là mon blog commençait vraiment à prendre de l'ampleur, j'avais de plus en plus de visiteurs, j'arrivais quasiment à 20 000 visiteurs uniques par mois, je commençais à avoir mes premières demandes de partenariat rémunérés, donc que je pouvais pas accepter parce qu'à ce moment-là j'avais pas de statut, donc ça commençait à entrevoir que je pouvais peut-être faire quelque chose de ce blog professionnellement parlant. C'est là que l'idée m'est venue de peut-être me lancer. De toute façon j'avais rien à perdre.
pourquoi pas me donner cette chance de tenter de vivre de mon blog. En plus j'étais à Paris, donc Paris c'est un peu la ville où vous pouvez tester ce genre d'expérience puisque l'influence est très développée là-bas. Et vu que j'avais décidé de me lancer dans cette aventure de blog à un niveau professionnel, j'ai commencé à avoir une approche un peu plus marketing communication. En plus je sortais d'études de communication, donc c'était vraiment mon domaine, et je me suis très vite rendu compte que mon blog ne suffirait pas à faire vivre en fait mon business model, si vous voulez. Et donc c'est là que j'ai décidé en juin 2017 d'ouvrir ma chaîne YouTube, puisqu'à l'époque déjà c'était l'essor des vidéos. Donc j'ouvre en juin 2017 ma chaîne YouTube, là où vous êtes actuellement aujourd'hui, qui s'appelle également The Bright Side, et j'ai ouvert cette chaîne YouTube avec une vidéo bullet journal. C'était quelque chose qui venait tout juste d'arriver en France. Moi je me reconnaissais à 100% dans cette organisation là, donc j'ai décidé de la partager sur ma chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de chance parce que cette première vidéo a beaucoup fonctionné. J'ai eu en très peu de temps vite 20 000 vues, ce qui était vraiment pas mal pour une première vidéo, et j'ai enchaîné sur une seconde vidéo qui a été mon expérience de cast member à Disneyland Paris, puisque j'avais travaillé tout un été à Disneyland Paris. Et j'ai partagé cette expérience sur YouTube, et là ça m'a vraiment donné un coup de démarrage à ma chaîne YouTube, puisque je suis passée en moins de 4 mois de 0 à 1000 abonnés facilement, en postant 2 simples vidéos, mais c'est vrai que ce sont 2 vidéos qui ont beaucoup fonctionné. Donc on va dire que mon démarrage sur YouTube a été assez facile, et du coup je me suis laissé passer quelques mois jusqu'à la fin de l'été pour vraiment préparer à fond cette rentrée entre guillemets, et je me suis mise à mon compte. Donc je me suis déclarée auto-entrepreneur en septembre 2017, donc j'ai fêté mes 2 ans d'auto-entrepreneur en septembre dernier, en septembre 2019, puisque je suis toujours à mon compte aujourd'hui. Alors après vous avoir parlé de mon parcours, je vais vous parler de mon activité aujourd'hui. Quelle est-elle? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est toujours la même? Donc mon activité a beaucoup changé par rapport à il y a 2 ans. Enfin elle n'a pas changé, elle a évolué, puisque aujourd'hui tout ce qui est blog, YouTube et réseaux sociaux, c'est seulement, on va dire, entre 15 et 20% de mon revenu mensuel. Donc c'est vraiment une petite partie de mes revenus, puisque depuis que j'ai lancé ce blog, cette chaîne YouTube, et que je me suis mise à mon compte, j'ai développé d'autres activités. Donc je vous rappelle que mon blog était sur les loisirs créatifs, et du coup j'ai lancé une activité à Paris d'animation d'ateliers créatifs. Donc en fait je travaillais avec les agences de relations presse, donc ce sont ces agences là pour lesquelles j'avais postulé pour devenir attachée de presse, et c'est avec ces agences là finalement que je me suis retrouvée à travailler, mais en tant que freelance à mon compte, puisque j'ai travaillé avec ces agences pour animer leurs soirées influenceurs, leurs événements journalistes, lorsqu'ils faisaient des événements pour présenter des nouveaux produits, des nouveaux services, pour animer ces événements avec des ateliers créatifs. Le do it yourself ça fonctionne très très bien, on peut faire des do it yourself très faciles pour des gens qui sont pas du tout manuels, comme des do it yourself beaucoup plus compliqués. Donc c'est vrai que ça s'adaptait très bien à des soirées influenceurs par exemple, c'était vraiment l'animation idéale. Donc lorsque j'étais à Paris, j'ai développé cette activité d'atelier créatif qui a très très bien fonctionné. Si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous avez vu que je n'habite plus Paris, j'habite à Saint-Étienne aujourd'hui de nouveau, puisqu'en janvier 2018 mon compagnon a trouvé un poste de pompier professionnel dans la Loire, donc on a pu rentrer chez nous entre guillemets. Donc j'ai quitté Paris en mars 2018 pour rentrer à Saint-Étienne. Donc là, une fois rentrée à Saint-Étienne, c'était un nouveau départ entre guillemets, quelles activités je conservais, quelles activités je devais modifier. Donc j'ai quand même essayé de faire survivre cette activité d'atelier créatif, alors que honnêtement j'étais quand même assez persuadée que c'était l'activité qui allait mourir et que j'allais devoir me lancer dans une autre activité, quitte à retourner dans le parcours professionnel basique de salarié. Voilà, parce qu'à Saint-Étienne l'influence s'est peu développée, donc tout ce qui était blog, YouTube et réseaux sociaux, j'avais peur que ça chute. Tout ce qui est atelier créatif, il n'y a pas d'agence de relations presse à Saint-Étienne, donc il n'y a pas d'événements influenceurs. Il y en a même très peu à Lyon, il y en a à Lyon, mais il y a moins cet aspect, il y a moins un gros budget pour ces soirées là tout simplement. Mais du coup c'est un autre aspect des ateliers créatifs qui s'est développé, puisque je suis toujours animatrice d'ateliers créatifs, mais pour les particuliers cette fois-ci. Donc rappelez-vous, je vous disais que mon blog YouTube et mes réseaux sociaux c'était 15 à 20% de mes revenus. Aujourd'hui l'animation d'ateliers créatifs c'est 30 à 40% de mes revenus mensuels. Donc les ateliers créatifs j'en fais très souvent avec le magasin Leroy Merlin à Saint-Étienne. J'ai un créneau tous les vendredis soirs où je peux faire des after-work entre filles, et j'arrive de temps en temps à avoir des créneaux le samedi ou alors des créneaux enfants pendant les vacances scolaires. Donc ça c'est une activité qui ne cesse de se développer, j'ai de plus en plus de monde à ces ateliers, j'espère que ça va continuer comme ça. En parallèle j'ai également lancé tout ce qui est ateliers créatifs pour les anniversaires, les EVJF, tout ce genre de choses, mais également je continue à animer certains événements presse à Paris. J'essaye de remonter de moins en moins à Paris parce que ça me fait quand même des frais de déplacement, de logement, etc. Mais je continue de temps en temps à travailler avec une ou deux agences que j'aime bien pour aller faire des événements. Par exemple la semaine prochaine je retourne à Paris pour faire un événement avec une
une marque de beauté pour animer un atelier pour une soirée. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram pour voir ce genre de choses, parce que c'est sur Instagram que je les partage. Et je continue également les ateliers créatifs dans les salons, donc je vais toujours au salon historique de création et savoir-faire qui est à Paris en chaque fin d'année. Ça c'est un salon sur lequel j'anime des ateliers toute la semaine à chaque fois. Donc voilà, je continue à me déplacer quand même sur la région parisienne. Alors si vous faites le compte, 30-40% d'ateliers créatifs, 15-20% d'influence on va dire avec le blog YouTube et réseaux sociaux, ça fait pas 100% de revenus. Donc en fait la partie qui manque, les 40 à 50% de mon revenu mensuel, vient de mon agence, donc l'agence qui s'appelle Your Bright Side, qui est une agence que j'ai lancée très récemment, je l'ai lancée avant l'été de cette année, donc je l'ai développée tout au long de l'été pour vraiment une ouverture en septembre, donc qui est une agence qui mêle la créativité, le digital et l'influence, puisque je mêle ces trois pôles d'expertise pour faire de l'événementiel, donc toujours avec ces ateliers créatifs donc pour des marques, avec de la création de contenu, ce que je faisais déjà via mon blog, donc l'écriture d'articles, la prise de photos, le tournage de vidéos. Après il y a tout ce qui est digital, puisque moi vous savez que j'ai une base de communicante, je suis responsable de communication, donc j'ai la formation pour aider sur la communication, donc je fais du consulting, des formations, je mets en place des stratégies social médias, je fais également du community management, donc j'ai vraiment un pôle digital. Et enfin j'ai un pôle influence dans cette agence, puisque maintenant ça fait plus de 4 ans que je suis dans la blogosphère, plus de 3 ans que je suis sur YouTube, donc c'est des milieux que je connais maintenant assez bien, et surtout que j'ai cette vision d'un côté attaché de presse et cette vision d'influenceur, mais vous savez que je déteste ce mot, mais c'est le mot qu'on utilise dans le marketing d'influence. Donc vu que j'ai les deux visions des deux côtés, c'est un ensemble qui me permet de pouvoir faire du marketing d'influence. Donc j'aide les marques à mettre en place des collaborations avec les influenceurs, ou alors j'aide à organiser des événements influenceurs. Donc on est toutes sur une partie marketing d'influence, et toujours dans l'influence, je coach des blogueuses ou des youtubeuses qui souhaitent développer un peu plus leur activité, donc je leur apporte un petit soutien. Donc voilà pour ce qui est de mes activités aujourd'hui, vous avez vu un petit aperçu, donc 15 à 20% le blog YouTube et les réseaux sociaux, 30 à 40% les ateliers créatifs et 40 à 50% l'agence, puisque d'un mois à l'autre ça va varier. Le fait d'avoir également plusieurs activités, c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous souhaitez vous mettre à votre compte, puisque les clients, les contrats que vous allez avoir ne sont pas du tout réguliers, donc d'un mois à l'autre c'est un des trois revenus qui peut prendre le dessus sur l'autre, donc c'est important de diversifier ces activités pour pas se casser la figure si jamais vous avez qu'une seule et même activité, parce que il y a des mois où ça peut moins bien marcher. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je passe à la FAQ. De toute façon j'aurai l'occasion de vous refaire d'autres vidéos, et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire. La première question qui est très souvent revenue, c'est par rapport à mon emploi du temps. Comment je fais pour organiser mes journées? Est-ce que j'ai un emploi du temps type? Est-ce que chaque jour je fais la même chose? Donc la réponse est non, chaque jour est complètement différente, donc j'organise mes journées vraiment selon les contrats que j'ai, selon le travail que j'ai à faire dans chaque pôle, vous voyez, dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est un peu compliqué de vous expliquer dans une vidéo théorique comme celle-ci ce que je fais pendant ma semaine, donc c'est pour ça que je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera un Get Productive with Me. En fait j'ai vlogué toute une semaine de travail, donc seulement le travail, pas la partie personnelle, seulement mes journées de travail, pour vous montrer ce que je faisais au quotidien. Donc j'ai filmé du lundi au dimanche pour vous montrer ce qu'est une semaine de travail. Donc pour avoir la réponse à cette question, je vous donne rendez-vous mercredi. Il y a également un autre sujet qui est pas mal revenu dans les questions, qui est le sujet de mes clients. Est-ce que j'ai beaucoup de clients? Comment j'ai fait pour trouver mon premier client? Comment on fait pour démarcher des clients? Alors pour tout ce qui est avec qui je travaille, combien j'ai de clients, etc., je vous laisse tout simplement consulter le site internet de l'agence que je vous mettrai en barre d'infos, puisque dans chaque pôle d'expertise j'ai des parties témoignages où vous pouvez voir en fait tout simplement le logo de tous les clients avec lesquels j'ai travaillé. Donc comme ça vous donne une idée un peu des marques avec lesquelles je travaille au quotidien. Pour ce qui est de comment j'ai fait pour trouver mon premier client, c'est vrai que encore une fois ça a été très facile, puisque j'ai eu la chance d'évoluer dans mon parcours professionnel et de partir de mon blog. C'est-à-dire que lorsque j'avais mon blog au tout début, c'est pas moi qui allais vers les marques, c'est les marques qui venaient à moi. Donc au départ bien sûr ces marques elles venaient pour proposer des partenariats pour mon blog et pas du tout
pour des choses par rapport à l'agence. D'ailleurs à l'époque j'avais toujours pas l'agence, mais au fur et à mesure que mon activité s'est développée, que j'ai développé des contacts avec ces marques, que je parlais souvent avec elles, qu'on travaillait souvent ensemble, bah ces marques m'ont témoigné le besoin d'avoir un article pour leur blog, la création d'un tutoriel pour leur page Facebook, enfin vous voyez ce genre de choses. Et du coup en fait ça s'est fait tout naturellement que j'ai travaillé en marque blanche dans un premier temps. Donc en fait la marque blanche, c'est à dire que je fais la même chose que sur mon blog sauf que mon nom est jamais cité. En fait je travaille anonymement quand je travaille en marque blanche, c'est comme si j'étais en fait dans l'équipe de la marque qui m'a contactée. Et donc quand j'ai monté l'agence, et ben en fait j'ai tout simplement rapatrié tous ces clients là que j'avais déjà au niveau de l'agence. Donc quand j'ai monté le site de l'agence, bah, j'avais déjà des travaux à montrer, j'avais déjà des témoignages, j'avais déjà des logos de marques que je pouvais mettre avec lesquels j'avais travaillé. Donc c'est vrai que quand vous avez déjà, on va dire, un portefeuille client, les autres clients viennent plus facilement. Après bien sûr ça m'empêche pas de démarcher des clients, c'est encore quelque chose qui est compliqué puisque c'est plus une démarche commerciale que de communication, et moi j'ai une formation vraiment de communicante, pas du tout de commerciale. Donc ça c'est plus un pôle où j'ai un peu plus de mal à démarcher les clients. Et lié à cette problématique de comment on fait pour démarcher les marques, j'ai eu beaucoup de questions sur comment je fais pour me sentir légitime alors que je suis jeune, donc j'ai 26 ans, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Alors est-ce que je me sens légitime à mon âge? Oui, totalement, puisque tout ce qui est pour la communication, bah, j'ai fait des études de communication, donc j'ai un diplôme, j'ai des études, j'ai des expériences en stage qui appuient tout ça. Pour ce qui est du do it yourself, bah, je pense qu'au bout de 4 ans, et même les loisirs créatifs, c'est dans ma vie depuis 26 ans déjà. Depuis que je suis toute petite, à Noël, je demandais des kits créatifs, donc les loisirs créatifs c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi entre guillemets, donc je suis vraiment experte sur ce domaine-là. Et c'est pas du tout être prétentieux de dire que vous êtes experte ou expert sur un domaine. Si c'est la vérité, bah mettez-le en avant. Si vous vous sentez capable de faire quelque chose, il faut pas en avoir honte, au contraire c'est une force. Donc oui, je me sens légitime peu importe mon âge, puisque je me sens experte dans le do it yourself, je me sens experte dans la communication puisque c'est à la fois ma formation et ma passion, donc les deux combinés, enfin voilà, je pars du principe que je fais du bon travail. Et je pense que ça en fait ça dégage un peu la confiance. Quand vous êtes sûr de vous, ça se voit sans que vous le vouliez. Donc c'est vrai que quand je parle avec des marques, qu'elles me parlent d'un projet etc, si ça me parle, et ben la marque elle va le voir tout de suite puisque je vais avoir des idées tout de suite, je vais expliquer comment je ferai ça etc. Donc en fait ça vient tout naturellement. Et c'est là que vos questions étaient vraiment super parce que je trouve que ça s'enchaîne assez bien dans mon déroulement, puisque maintenant je vais vous parler confiance en soi et doute. On m'a demandé si j'avais eu des doutes, si j'ai encore des doutes aujourd'hui sur cette vie d'entrepreneur, si est-ce que j'ai confiance en moi aujourd'hui, est-ce que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui par rapport au moment où je me suis lancée, ou au contraire est-ce que je dois encore me challenger. C'est des super questions parce que je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire croire que la vie d'entrepreneur c'est tout rose. Alors effectivement ça a énormément d'avantages et ça je dirais jamais le contraire. Rien que le fait que vous puissiez gérer votre emploi du temps, votre façon de travailler, la façon dont vous travaillez, ça c'est vraiment un vrai avantage. Mais tout n'est pas rose dans le métier d'entrepreneur puisque vous êtes tout seul. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où je me sens un peu seule dans ce bureau parce que j'ai pas de collègues, j'ai pas de personne avec qui partager quand j'ai des doutes sur une opération, sur une façon de faire. Je suis pas sûre tous les mois d'avoir une rentrée d'argent sur mon compte puisqu'il y a des mois où il va y avoir des creux d'activité, donc du coup ben j'ai pas de salaire fixe, donc cette insécurité du travail, effectivement aujourd'hui encore ça me crée des doutes. Doute sur mon travail, je doute sur le fait de m'être lancée dans la bonne voie, je me dis mais dans quoi je me suis lancée, j'aurais dû partir sur quelque chose de plus sûr, dans un truc salarié où je me pose pas de questions, je vais au travail le matin, je rentre le soir, c'est fini, j'en en parle plus et j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et pour la réponse de est-ce que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui par rapport au début, alors on va dire que oui et non. J'ai plus confiance en moi au niveau de ce que je peux apporter aux marques, donc comme je vous disais sur mes expertises de do it yourself, d'influence et de digital. Mais c'est vrai que je pense que si aujourd'hui je devais retourner dans un parcours salarié, là j'aurais moins confiance en moi dans le sens où je me dirais est-ce que je serais capable de me réadapter à un quotidien salarié où ben on me dit quoi faire et que je peux pas être force de proposition parce qu'il faut se l'avouer qu'il y a beaucoup de postes qui sont comme ça. J'enchaîne avec vos questions sur comment se motiver au quotidien, comment je fais pour me lever le matin à la même heure, être sérieuse.
me lever tout simplement, comment je fais pour pas être distraite par mes tâches perso vu que je travaille de l'appartement, enfin voilà, comment je fais au quotidien pour me motiver. Alors en fait c'est tout simple et c'est une question qui revient très souvent. Je fais souvent des forums étudiants au lycée et quand je parle du fait que je suis à mon compte, la première chose qu'ils disent c'est ah ouais c'est trop bien, comme ça on peut dormir le matin, on fait ce qu'on veut de sa journée. Alors en soi oui vous pouvez le faire mais à la fin du mois vous n'avez pas d'argent qui rentre. Donc en fait ma motivation elle est toute simple, si je veux vivre bah, je dois me lever le matin pour travailler. Après on va dire que le matin généralement je fais en sorte d'être prête pour travailler à 9 h. Donc généralement je me lève à 7 h, comme ça me laisse bien 2 heures pour, voilà, pour faire mes petits trucs à la maison etc. Et surtout il faut vraiment que j'arrive à faire la différence, par exemple le matin quand je parle du sommeil, comment je fais pour me lever. Il faut en fait que je me pose la question et que je fasse la différence, est-ce que j'ai envie de dormir ou est-ce que j'ai besoin de dormir? Je sais pas si vous voyez la nuance. Si j'ai seulement envie de dormir, alors là je vais me donner un coup de pied aux fesses comme on dit pour me lever et aller travailler parce que bah on a tous des envies mais il y a des impératifs qu'on a dans la vie où on peut pas déroger même quand on est auto-entrepreneur, donc je me lève. Si j'ai besoin de dormir et que je sais que ça va pas trop en pâtir sur ma journée, parce que si j'ai besoin de dormir ça veut dire que je suis en manque de sommeil, donc si je me lève tout de suite je vais pas être efficace donc ça sert à rien. Donc si vraiment j'ai besoin de dormir je vais effectivement déplacer ma journée de travail, mais si je commence à travailler à 10 h, ben je vais pas arrêter à 18 h, je vais arrêter à 19 h. Typiquement vous m'avez demandé comment je fais pour pas me laisser distraire par les tâches perso à l'appart, comment pour du perso. Bah honnêtement ça m'arrive de me laisser complètement distraire, ça m'arrive après manger de pas avoir envie de me remettre à bosser, je me dis ah bah tiens je vais en profiter pour aller faire une lessive, c'est là que la lessive devient attractive, c'est ça qui est quand même assez hallucinant, je vais en profiter pour faire quelques trucs à la maison ou faire des trucs perso. Bah honnêtement généralement je le fais, mais c'est 2 heures par exemple, si j'ai fait 2 heures de trucs perso dans l'après-midi, c'est 2 heures que j'aurais perdu, c'est 2 heures que je vais rattraper en fait plus tard. Donc ça veut dire que c'est 2 heures où je vais travailler peut-être le dimanche ou alors plus tard le soir. En fait c'est une organisation différente de ma journée. La plupart du temps j'essaie quand même de rester focus sur ce que je fais, mais si vraiment j'ai envie de faire quelque chose de perso, je le fais. C'est aussi un des avantages de la vie de freelance, de pouvoir faire sa journée un peu comme on veut et du coup d'adapter ses horaires, d'adapter ses activités au fur et à mesure de la journée. Et enfin pour terminer cette FAQ et terminer cette vidéo, vous m'avez posé des questions sur comment je fais pour séparer ma vie pro et perso. Alors je vais être totalement honnête avec vous, il n'y a aucune séparation entre ma vie pro et perso. Mon bureau est dans mon appartement personnel, donc je travaille de chez moi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon compagnon est pompier, donc il a un emploi du temps qui est aussi totalement déstructuré, c'est-à-dire qu'il peut travailler les week-ends et être là la semaine. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où moi je vais travailler et lui va être dans l'appartement en jour de repos. Ça c'est vrai que c'est plus compliqué à gérer parce que j'ai tendance à aller le voir pour lui parler, on a tendance du coup à faire des trucs perso, surtout qu'on est en pleine préparation du mariage, donc c'est vrai que ça nous arrive de prendre des heures dans la journée pour préparer le mariage alors que normalement je suis censée travailler. Donc c'est vrai que cette séparation vie pro et perso elle n'existe pas aujourd'hui. Voilà, moi je sais que parfois ça m'arrive à 20 h d'être encore sur mon ordi en train de travailler, et si mon conjoint vient pas me dire bon Laura maintenant t'arrêtes, on va manger, ça suffit, bah je continue en fait. Ça m'arrive le dimanche de me mettre à mon ordi parce que j'ai eu une super idée, il faut pas que j'oublie. Vu que c'est mon projet, je suis constamment en fait en mode travail dans ma tête. À chaque fois que je vois quelque chose, généralement ça fait toujours lien avec mon travail, tiens ça comment je pourrais l'exploiter au boulot, etc. Donc même dans ma tête la séparation vie pro et perso elle n'existe pas au final, puisque je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais faire le lendemain, je suis tout le temps en train de réfléchir à des futurs projets à mettre en place. Et j'ai envie de vous dire que même j'ai du mal à m'arrêter, typiquement les vacances d'été. Alors ça, depuis que je suis à mon compte, c'est très difficile, bizarrement, de faire une pause pendant les vacances d'été. J'emmène mon ordi parce que voilà, je travaille dans le digital, donc c'est facile d'avoir son ordi partout. Et il faut qu'au moins 1 ou 2 heures par jour je bosse un petit peu en fait, parce que ça, finalement, au bout de quelques jours, ça me manque. Parce que j'ai la chance de tellement aimer mon travail que mon travail me manque. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que jamais je me lève en allant en fait travailler à reculons, parce que j'aime vraiment véritablement ce que je fais. Alors j'ai envie de vous dire bravo si jamais vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, parce que je pense que ça sera quand même une vidéo assez longue et assez dense. Si jamais vous avez encore des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve du coup mercredi pour le Get Productive with me, donc vous allez voir une semaine complète de travail avec moi en mode vlog. En attendant, prenez soin de vous, salut.